Bonjour ou bonsoir à tous. La grande romancière Marguerite Yourcenar le qualifiait d'érudit de génie. De qui s'agit-il? Eh bien, de Julius Evola, le grand représentant de ce courant de pensée qui se met à l'enseigne de la tradition avec un T majuscule, tradition primordiale si l'on veut, école dont l'autre représentant, bien différent d'Evola, est René Guénon, à qui nous avons consacré il y a peu de temps une émission. Aujourd'hui, on va parler d'Evola. Evola, lui, est italien. Il est né, je raconterai un peu tout à l'heure au moins le début de sa biographie, mais je voudrais d'abord présenter sur ce plateau 4 personnes qui connaissent bien, à des degrés divers et sous des angles différents, l'œuvre et la vie de Julius Evola. Alors, tournez d'abord vers Rémi Soulier, qui est un habitué de ce plateau, essayiste, philosophe, critique littéraire, fait libre, bien entendu, qui a enseigné dans le passé à l'université de Toulouse, qui a écrit de nombreux livres sur Dominique Deroux, Péguy, Boutang, et un très beau livre paru aux éditions Pierre-Guillaume Deroux en 2018, qui s'appelle Racination. Christian Boucher, qui est, vous êtes entre autres, essayiste, éditeur. On peut dire que toute votre vie, vous avez été un peu fasciné à la fois par les spiritualités de marge, les écoles politiques un peu à l'écart, ou non conformistes à des titres divers, et vous dirigez les éditions Ars Magna, dont le siège est à Nantes, qui ont édité de nombreux livres, le catalogue est substantiel, mais notamment, il n'y a pas très longtemps, une petite brochure de lettres échangées par Julius Evola et Carl Schmitt. Jean-Marc Vivenza, alors je ne sais pas très bien comment il faut vous présenter, vous êtes essayiste, philosophe, musicologue, vous avez commencé à vous intéresser surtout à la musique expérimentale, vous étiez connu comme bruitiste, qu'il ne faut pas confondre avec bruiteur, mais vous étiez bruitiste futuriste, un peu dans la lignée de Luigi Russolo. Vous avez donc travaillé sur la musique expérimentale, vous avez fait tout un tas de travaux. À partir des années 90, vous êtes plus tourné vers la philosophie. Vous avez, je crois, animé un cercle qui s'appelait Hélios, où l'on parlait beaucoup d'Evola et de Heidegger. Plus récemment encore, vous vous êtes passionné pour un certain nombre d'auteurs dont le dénominateur commun est en quelque sorte l'ésotérisme, avec Joseph de Maistre, Louis de Saint-Martin, Jacob Böhm, Guénon évidemment, et bien d'autres. Et puis enfin, Jean-Luc Coronel de Boissozon, vous êtes historien des idées politiques et des institutions, diplômé de Sciences Po, docteur en droit avec, je crois, une thèse sur Frédéric Leplay, agrégé des facultés de droit, professeur à Montpellier jusqu'à une date récente, n'est-ce pas? Je crois que dans le passé, vous avez également enseigné à Saint-Étienne, à Paris 10, à Panthéon-Assas, à Paris 11, donc vous avez déjà tout un passé universitaire. Et vous êtes l'auteur notamment d'un mémoire sur la pensée politique d'Evola, qui a été soutenu à l'université d'Aix-en-Provence en 1989. Vous avez contribué au dossier H Julius Evola, qui est paru à l'Âge d'Homme en 1997. Vous avez publié divers travaux. J'ajoute que vous êtes également un contributeur des 2 dictionnaires, le dictionnaire du populisme et le dictionnaire des conservatismes, afin que ce soit le contraire, du conservatisme et des populismes. C'est ça. Qui ont été publiés et dirigés à date récente par Olivier Dard, Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin. C'est à dessein que je mentionne leur nom, car Christophe Boutin, qui n'a malheureusement pas pu être sur le plateau ce soir, est l'auteur, et je voudrais le rappeler, d'un important livre sur Julius Evola, qui s'appelle Politique et tradition, Julius Evola dans le siècle, et qui était paru en 1992 aux éditions Kivé.
Alors, et voilà, très vite pour introduire un peu le début de sa biographie. D'abord, il ne s'appelle pas Julius à l'état civil, il s'appelle Giulio Cesare, ce qui n'est pas mal, mais par fidélité à l'esprit de l'Antiquité, il a préféré se faire appeler Julius. Il est né à Rome, dans une famille de petite noblesse sicilienne, et jeune, comme pas mal de jeunes de sa génération ou d'autres générations, il s'est tourné vers la créativité intense, débordante dans tous les domaines. Il s'est affilié au mouvement d'avant-garde de son époque, d'abord le futurisme, évidemment, également le mouvement Dada de Tristan Tzara. Il a publié de nombreux poèmes d'inspiration dadaïste, il a fait des peintures abstraites. Il a été très influencé par des auteurs comme Nietzsche, comme Otto Weininger. Et puis, en 1922, il a donc, étant né en 1898, il a 24 ans, il y a une première crise existentielle, il se tourne vers l'idéalisme allemand, Fichte, Schelling, et il lit avec intensité un anthropologue romantique un peu oublié aujourd'hui, le Bâlois, le Suisse, et plus précisément le Bâlois Johann Jakob Bachofen, ou Bachofen, si on veut prononcer à l'allemande, qui théorise la gynécocratie préhistorique, l'opposition entre les civilisations telluriques et féminines, et solaires et masculines, etc., ce qui va beaucoup le marquer. Et voilà, publie beaucoup dans dans ces années 20. En 1925, il publie L'idéalisme magique, puis l'année suivante, L'homme comme puissance. Après, ce sera la théorie de l'individu absolu, impérialisme païen, la tradition hermétique, masques et visages du spiritualisme contemporain. Il faut dire qu'à partir de 1927 et jusqu'en 1930, il participe aux activités d'un groupe d'ésotéristes romains qui s'appelle le groupe Ur, qui publie une revue appelée Ur, UR, ce qui signifie en allemand, c'est la racine qui connote le passé le plus lointain, l'originel, les origines, n'est-ce pas? Et il va être plus ou moins le directeur de cette revue de 1927 à 1930. Alors, on est évidemment, à cette époque-là, sous le fascisme. Et il va falloir que nous parlions des rapports d'Evola avec le fascisme et de tout ce qui tourne autour. Mais je voudrais quand même, avant d'en arriver là, aller directement un peu à l'étape principale, qui est la sortie en 1934 de son grand livre Rivolta contro il mondo moderne, c'est-à-dire Révolte contre le monde moderne, qui a été traduit à 2 reprises d'ailleurs en langue française, d'abord une fois au Canada, puis à l'Âge d'Homme. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que presque tous les livres d'Evola ont été traduit en français, ce qui était un phénomène un petit peu étonnant. Alors, ce livre, Révolte contre le monde moderne, qui va soulever des commentaires très élogieux de l'historien des religions Mircea Eliade ou du poète expressionniste allemand Gottfried Benn, est évidemment la meilleure façon d'entrer dans le système d'Evola, parce que je crois qu'il n'est pas exagéré de parler de système évolien, n'est-ce pas? On pénètre dans son système, on croit à sa tradition primordiale, on croit que l'histoire n'est qu'une longue involution qui va toujours nous entraîne vers le pire, l'âge des ténèbres, le Kali Yuga des anciens Indiens, l'âge du loup dans les religions germaniques, etc. Donc c'est une mise en accusation systématique de la modernité et de l'idée de progrès, surtout, c'est-à-dire l'idée que l'on va toujours vers le meilleur. Critique d'ailleurs dont il faut peut-être marquer, mais là je vais vous laisser la parole, qu'en réalité, Evola reprend à son compte la méthode de l'idéologie du progrès, sauf qu'il l'inverse. Il garde l'idée de nécessité, mais chaque fois que l'idéologie du progrès voit un progrès, lui, il y voit une chute. Mais il y a toujours cette même idée de diversité. Alors, je ne sais pas, Rémi Soulier, pour présenter un peu Révolte contre le monde moderne, les grands axes. Alors, Révolte contre le monde moderne, comme vous l'avez dit, Alain Benoît, c'est un grand livre, c'est sans doute le plus grand livre avec Métaphysique du sexe de Julius Evola, paru en 1934, qui recevra un écho d'ailleurs en particulier du côté de l'Allemagne.
Et c'est un livre, en effet, qui est fondé sur une dichotomie entre donc, le monde de la tradition et le monde moderne, qui elle-même repose sur une autre dichotomie, c'est la dichotomie sur laquelle s'ouvre la révolte contre le monde moderne, c'est-à-dire la distinction entre deux plans, qui sont le plan physique et le plan métaphysique. Et voilà est très très clair de ce point de vue-là, c'est-à-dire ce qui relève de l'ordre visible et ce qui relève de l'ordre invisible. Et donc, comme tous les penseurs de la tradition, essentiellement René Guénon, puisqu'il est disciple de Nietzsche, certes, qu'il découvre très jeune, mais il est disciple de René Guénon, et en particulier un grand lecteur de la crise du monde moderne de René Guénon, il considère que le physique ne tient sa substance et son être que du métaphysique et donc de l'invisible. Et ce qu'il appelle l'ordre métaphysique, c'est l'ordre de la connaissance sacrée, qui se capte par ce qu'on appelle l'intuition intellectuelle, donc qui n'a rien à voir avec les mécanismes du rationalisme moderne. Et c'est à partir de cette connaissance sacrée qui recèle un certain nombre de principes tels qu'ils apparaissent aujourd'hui dans les mythes, dans les rites, dans les symboles, que l'on déduit le juste ordonnancement d'une société. Ça, c'est le postulat politique d'Evola. Autrement dit, il n'y a de société juste qu'une société ordonnée à partir de principes métaphysiques. Mais, et pour faire allusion à ce que... Je m'interromps, c'est l'image de Mircea Eliade qui dit que dans les doctrines traditionnelles, la maison se construit par le toit. Oui, en quelque sorte, mais parce que le toit est en l'occurrence, c'est le sommet, c'est le pôle. C'est le pôle. Et la doctrine éolienne... C'est le haut qui détermine le bas. Exactement, exactement. Et le toit, c'est le pôle, donc c'est l'étoile polaire, c'est le ciel, c'est le domaine ouranique, c'est le domaine divin, mais alors pas au sens des monothéismes, mais au sens beaucoup plus général, au sens du noumen, ce qu'il appelle d'ailleurs le noumen, le sacré, à partir de toute la tradition latine en particulier. C'est ça. Et donc, cet univers-là de connaissances sacrées détermine un certain nombre de principes qui, lorsqu'ils sont appliqués, règlent harmonieusement la société juste. Et en effet, alors cette question du progrès, Evola, comme Guénon, comme tous les penseurs traditionnistes ou pérennialistes, s'inscrit dans une vision cyclique du temps. C'est-à-dire qu'à la différence du progressisme ou d'un certain réactionnarisme, entre guillemets, qui concevrait le temps d'une manière linéaire, il le conçoit, comme toute la tradition, en particulier hindoue, qui de ce point de vue-là, comme dit Guénon, a gardé la substance, enfin c'est celle qui se situe le plus près de la tradition primordiale, donc a conservé une vision cyclique du temps, et donc une vision qualitative, une vision qualifiée du temps. Le temps ne se compte pas, n'a rien à voir avec la mesure, mais a tout à voir avec le rythme, donc c'est un temps qualifié. Donc il y a effectivement un processus d'involution qui se produit. L'âge d'or est au début de l'origine, mais l'âge d'or reviendra. C'est-à-dire qu'au terme du Kali Yuga, au terme de l'âge sombre, de l'âge du loup, viendra un moment, quand on aura achevé de toucher le fond, viendra un moment où le contact avec le divin sera à nouveau immédiat. Oui, mais alors le retour de l'âge d'or, c'est la nécessité impliquée par le cycle. Mais d'ici là, la même nécessité fait que tout se dégrade. C'est important parce que, quand on reparlera tout à l'heure des volats politiques, il y a évidemment une certaine contradiction dans l'esprit d'Evola, parce que, d'un autre côté, la politique le tente, même s'il s'en fait une idée absolument métaphysique, mais d'un autre côté, il finira par admettre lui-même que dans une époque de Kali Yuga, de dissolution, on ne peut pas faire grand-chose, sinon au contraire d'accélérer le phénomène pour hâter le retour de l'âge d'or. Le progressiste dit ou bien ça finira bien, ou bien ça ne finira pas du tout. Et le traditionnaliste, au sens évolien du terme, dit ça finira mal, forcément, mais après, ça ne pourra aller que mieux. Ce qui est amusant d'ailleurs, juste encore un mot, c'est que Evola est aussi un critique radical du darwinisme, parce que pour lui, la théorie de l'évolution, c'est encore une variante de l'idéologie du progrès. Oui, je pense qu'on peut, sur cette question, être peut-être plus nuancé qu'à l'accoutumée dans la littérature sur Evola. Et Evola est dans l'école pérennialiste un mouton noir à divers égards. Et en fait, je pense qu'il est vraiment atypique, et notamment sur cette question du cycle. Je pense que si on lit avec vraiment attention Révolte contre le monde moderne, on s'aperçoit qu'Evola a une vision beaucoup moins systématique que celle d'autres pérennialistes, notamment le chef de l'école Guénon, de la chose. Je pense que les cycles se présentent comme des possibilités qui ont un lien avec la logique
intérieure des sociétés humaines. Et effectivement, à partir d'un certain nombre d'effets de cliquet, on est pris dans ce que Platon appelait l'anacyclosis. Mais en lisant Evola, on s'aperçoit que chez lui, il n'y a pas ce déterminisme. Je le pense sincèrement, même s'il a pu varier. Je pense qu'Evola est vraiment au cœur de la représentation présentée par Max Weber des dieux comme valeurs. Et quand Max Weber parle de la lutte axiologique comme d'une guerre des dieux, eh bien je crois que là, on est au cœur de l'œuvre d'Evola. Ce qui est essentiellement Evola, c'est pas un penseur de la cyclicité fondamentalement. Celui qui cherchera ça sera déçu dans la Révolte contre le monde moderne. C'est un penseur de la morphologie. Et il cherche à identifier ce qui, dans chaque civilisation, est un pôle. Alors, on vous l'avait dit, masculin, féminin, matière forme, ainsi de suite. On en reparlera. Mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est le dynamisme, l'affrontement dialectique permanent, quel que soit le temps du cycle, à l'intérieur duquel s'affrontent des forces. Et voilà ne dit pas du tout que l'issue de l'affrontement de ces forces est automatique. Pas du tout. On voit très bien qu'il identifie les éléments culturels qui dominent, déclinent à l'intérieur des mêmes cycles. On peut même penser que la cyclologie traditionnelle peut être pensée comme macrocycle, microcycle, et à l'intérieur il y a beaucoup de possibilités, dont celle dont il est un théoricien de l'âge héroïque. Et finalement, cet âge héroïque, alors bon, il prend place entre l'âge de bronze et l'âge de fer chez Hésiode ou chez Vico, mais en réalité, on sent bien que pour Evola, il peut intervenir à tout moment, d'où la dimension de volontarisme d'Evola, qui, à mon avis, explique son appétence politique. Oui, à moins que ce soit son appétence politique qui explique son volontarisme et l'amène à s'inscrire. C'est là où d'ailleurs il diffère tout à fait de Guénon, n'est-ce pas ? Il y a chez Evola un idéal non seulement ascétique, mais guerrier. C'est le kshatriya, n'est-ce pas, selon la théorie indienne des castes par rapport au brahman. Pour Guénon, le brahman est au-dessus du kshatriya. Pour Evola, l'un et l'autre sont presque à égalité, et c'est ce qu'il va essayer de résoudre dans sa théorie de l'Empire, oui. Sa théorie de l'idée gibelline d'Empire, mais on y reviendra. Jean-Marc Vivenza, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel dans Révolte contre le monde moderne ? Je crois d'abord que si l'on parle d'Evola, c'est qu'il a échappé au fond à une disparition très rapide, il ne faut pas l'oublier. Et la pensée évolienne prend naissance au fond de cette capacité à avoir échappé à un nihilisme qui lui semblait être destiné. Ce qui signifie qu'elle s'inscrit dans une dimension ontologique, donc purement métaphysique, presque de manière native. Le Julius Evola, vous en avez parlé, qui rencontre le futurisme au tout début de son existence, jeune adolescent, ne rencontre pas n'importe quel type de futurisme. Je crois que c'est là où, à mon avis, prennent source les éléments de référence que l'on va retrouver ensuite dans Révolte contre le monde moderne et d'autres ouvrages d'Evola. Il rencontre le futurisme florentin qui est dirigé par un personnage haut en couleur qui s'appelle Giovanni Papini. Oui. Papini, à l'époque, est un esprit très avant-gardiste qui est ouvert aux traditions de tous les horizons, et en particulier les traditions extrême-orientales. Il fait lire à Evola, c'est lui qui lui fait découvrir le Tao Te Ching, il lui fait découvrir la Bhagavad Gita, etc. Et Evola, qui s'inscrit dans ce courant futuriste, s'y inscrit d'une manière qui est, on pourrait dire, non pas uniquement artistique, mais philosophique, ce qui va le distinguer de beaucoup d'autres activistes futuristes. Et le passage au dadaïsme va se faire sur, au fond, un rejet des attitudes nationalistes étroites de Marinetti et de la plupart des dirigeants, lui recherchant
une dimension, osons le mot, plus transcendante, plus métaphysique, qu'il va retrouver chez Tristan Tzara, chez la plupart des animateurs du courant dadaïste. Et alors, la rencontre marquante, c'est que ce jeune homme en crise existentielle qui fait usage de psychotropes, qui n'hésite pas à des expériences limites, comme on dirait aujourd'hui, décide de mettre fin à sa vie, d'arrêter, parce qu'il se dit tout ça est absurde, ça ne sert à rien, ça ne mène à rien. Et le moment natif de la Renaissance, si l'on peut dire métaphysique d'Evola, c'est sa rencontre avec un texte du bouddhisme ancien, le Majjhimana Kayo, qui est un sutra dont on dit de la corbeille sacrée, c'est vraiment les sutras très anciens, où il découvre cette affirmation brutale: celui qui prend la négation pour une négation se trompe et pourrait prendre l'extinction pour quelque chose de réel. En réalité, rien ne peut être éteint puisque rien n'a jamais été créé. Pour lui, c'est une illumination de nature ontologique et métaphysique qui va modifier complètement son rapport au monde. Mais son rapport au monde de façon constante, c'est-à-dire tout ce qui va traverser l'œuvre évolienne, y compris ce qui explique Chevaucher le tigre, l'arc et la massue, les derniers ouvrages où on dit, alors tout à coup, l'activiste qui imaginait une possibilité de redressement au XXe siècle en s'engageant dans les courants assez radicaux politiques, tout à coup se réfugie sur l'Aventin et se fait l'apôtre et l'avocat de la Politeia. En réalité, tout ça est déjà inscrit dans l'Evola jeune dadaïste, jeune futuriste, et jeune Evola qui, le dit d'ailleurs dans le chemin du Cinabre, s'est nourri constamment, toute son existence, de ce rapport à l'insubstantialité du réel. On pourra revenir tout à l'heure sur ce mais qui... vous avez raison de mettre l'accent sur les aspects de continuité, là où parfois on voit de la rupture, bien que toute existence, à vrai dire, soit faite de ce genre de confrontation. J'en profite pour signaler qu'Evola a beaucoup écrit sur les doctrines orientales, il a beaucoup écrit sur le bouddhisme, en particulier sur la Bhagavad Gita, etc. Bon, comme il a écrit sur une foule de choses, on ne peut pas évidemment parler de tout. Pour le ramener à son contexte historique, il faut quand même parler un petit peu du fascisme, évidemment. Sous le fascisme, en 1930, Evola fonde une revue qui s'appelle La Torre. Et La Torre, c'est-à-dire la tour, au bout de 10 numéros, le régime décide de l'interdire, ce qui est évidemment un mauvais départ par rapport à la situation du moment. Et c'est là qu'il écrit ces lignes, qu'on a reproduites je ne sais combien de fois, où il proclame « Nous ne sommes ni fascistes, ni antifascistes, mais nous voudrions un fascisme plus radical, plus intrépide, un fascisme vraiment absolu. » Et finalement, le mot qui compte là, c'est évidemment pas facile, c'est absolu. Evola voudrait mettre de l'absolu là où il est évidemment très difficile d'en mettre. Alors, il va avoir une existence, on ne peut pas dire qu'il est mal vu de certains, d'autant plus que son livre « Impérialisme païen » était très critique vis-à-vis du catholicisme, il en est un petit peu revenu, mais enfin bon, il n'a pas bonne réputation. Certains dignitaires du régime l'appuient, notamment Roberto Farinacci, qui lui donne dans le journal, une page qui s'appellera Il diorama filosofico, le diorama philosophique, dans le journal Il Regime Fascista. Il publie des Allemands, il publie Carl Schmitt, il publie Paul Valéry en France, des gens qu'on a tout à fait... dont on ne sait pas qu'ils se sont également exprimés là-dedans. Il n'adhérera jamais au parti fasciste, au parti national fasciste.
Et finalement, il reste fidèle à sa méthode, il publie beaucoup, mais il voudrait toujours transmuer le politique en métaphysique, alors qu'il se heurte à des gens qui sont plus, enfin on dira plus pragmatiques, ou d'autres diront plus réalistes, mais qui voient bien que c'est pas avec ce genre de vue qu'on fait arriver les trains à l'heure, tout simplement. Donc c'est un conflit tout à fait éternel. Il s'intéresse à l'Allemagne, essentiellement à des auteurs de la Révolution conservatrice. À un moment, il est attiré par l'idée de l'ordre SS, parce que c'est un ordre et que tout ce qui est ordre le fascine. Il rencontrera en Roumanie Codreanu en 1938, mais les gens qui l'appuient sont fondamentalement des néoconservateurs qui seront éliminés par le régime hitlérien. Himmler, lorsqu'il le voit faire des conférences, commande un rapport sur lui qui lui est extrêmement défavorable. Donc là, ça n'est pas tout à fait ce qu'il veut aussi. Comme à l'époque, tout le monde développe des idées plus ou moins racistes ou racialistes, et voilà, veut s'y mettre aussi, développe une théorie du racisme, c'est du racisme de l'esprit, ce n'est pas dans laquelle il met en accusation le racisme biologique de l'Allemagne nazie, en s'inspirant plutôt d'un homme comme Ludwig Ferdinand Klaus. Et il ne faut pas se tromper, d'ailleurs, sur ce point, la race, pour lui, est synonyme de qualité, hein, comme on disait, il y a quelqu'un qui a de la race. Hein. C'est ce que disait Spengler, d'ailleurs, la différence entre avoir de la race et puis être d'une race, appartenir à une race, mais là-dessus, je passe évidemment trop vite. Je me tourne là vers Christian Boucher, qui n'est pas encore intervenu. Et voilà, à cette époque-là, qu'est-ce qui vous touche, vous intéresse le plus? Qu'est-ce qui est le plus frappant? En fait, moi j'ai l'impression, quand on parle d'Evola politique, que son influence va commencer qu'au lendemain de la guerre. Et justement pour ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'au lendemain de la guerre, il va se trouver une place dans ce qu'on peut appeler le néofascisme italien, justement parce que le néofascisme italien n'est plus dans la réalité. Ils n'ont plus d'influence sur la réalité. Donc en fait, eh bien, il va pouvoir donner des idées qui n'ont pas à se réaliser, puisqu'ils sont à quelques pourcents, et à cette époque-là, ils devaient être à 2-3% des voix. Donc en fait, et en plus, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand il va réapparaître dans le champ politique, au début du mouvement social italien, Evola appartient à un courant qui est le courant le moins politique du MSI. C'est-à-dire le courant, je crois que ça s'appelle les Fils du Soleil, et où il développe des tas d'idées, mais qui n'ont absolument aucune audience dans la population italienne, alors que le courant au sein du néofascisme italien qui a de l'audience, c'est ceux qui continuent la République de Salo. Or, oui, alors c'est d'ailleurs un très grand paradoxe, parce que je suis d'accord avec vous pour dire que Evola, sous le fascisme, n'a pas eu une très grande influence. Il a eu une audience, bien entendu, mais il n'a pas eu une grande influence, alors qu'il a eu une influence, après la guerre, en Italie et ailleurs, sur des groupes, disons, plutôt de la droite radicale, hein, et notamment en Italie, sur le groupe Ordine Nuovo, qui se réclamait directement de la République sociale de Mussolini, que Evola détestait. Non. Il exécrait la République sociale après 1943, justement parce qu'il la trouvait plébéienne, sociale, socialiste, et qu'il avait horreur de toutes ces choses-là, parce que c'est un élitiste absolument absolu, là, justement. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, là, sur Ordine Nuovo. Hein, parce que si vous prenez à cette période-là, le champ politique du nationalisme italien, ceux qui soutiennent la République sociale, c'est un courant particulier qui est un courant qu'on peut dire nationaliste de gauche. Et Rauti et ceux qui fondent le Ordine Nuovo s'opposent à ce courant-là. Et ils s'opposent à ce courant-là justement pour des idées traditionnelles. Ils ne veulent pas continuer la République sociale, ils veulent créer quelque chose d'autre. Oui, ils ont quand même un regard, plus tard, les gens autour de Rauti, un regard plutôt positif sur la République sociale. Peut-être plus tard. C'est plus tard, parce qu'il y a un changement, alors à une date qui m'échappe un peu, mais il y a un changement à un moment de Rauti et de ses partisans, et
le courant fasciste de gauche de la République sociale disparaît. Et à un moment, hop, Raoult fait un peu un... Mais c'est beaucoup plus tard. C'est vrai. C'est un sujet d'ailleurs passionnant. Il faudrait étudier tous les courants du fascisme de gauche, etc. Ça nous emmènerait malheureusement trop loin. Je voudrais qu'on vienne un peu, Jean-Luc Cornel de Boissonzon, sur... à propos des idées politiques d'Evola. Finalement, fondamentalement, c'est un monarchiste. Oui, mais attendez, c'est pas un monarchiste à la Maurras, c'est un monarchiste à la Dante, celui du démonarchia, c'est-à-dire l'idée du monarque sacré, et sinon c'est un monarque qui est un peu un empereur en même temps, d'où sa sympathie pour les Gibelins contre les Guelfes. Oui, tout à fait. Il y a une anecdote très éloquente en la matière. Quand Evola, inspirant certains des jeunes groupes de la droite radicale italienne, a été incarcéré, puis présenté à un juge en 1951, il a dit « Si je dois comparaître devant vous, devrait comparaître en même temps que moi le Platon de la République, le Dante du démonarchia, et aussi Metternich ou Bismarck ». Et il livrait sa vérité politique, c'est-à-dire qu'Evola est fondamentalement en fait un contre-révolutionnaire, là aussi d'un type très particulier, qui voit dans la monarchie non pas tant le gouvernement d'un seul, mais le gouvernement de l'un, et qui, en quelque sorte, voit dans cette institution monarchique qui peut être soit royale, soit impériale, la prééminence de ce qu'il appelle l'esprit, et qui est dans l'homme, dans son analyse anthropologique, le centre de l'homme, de même que, au fond, dans les sociétés, il voit, et là aussi, je pense qu'il ne voit pas tant un dualisme entre ce qui serait, dans une formulation chrétienne, une cité terrestre et une cité céleste, hermétiquement indépendantes l'une de l'autre. Il voit dans les sociétés... C'est vrai qu'Evola est un moniste assez paradoxal. C'est-à-dire qu'il pense que les sociétés sont une, mais je dirais que c'est un penseur non pas du dualisme, mais de la centralité. Il pense que dans les sociétés, il y a un élément en quelque sorte périphérique, et puis il y a un élément nucléaire, un élément de noyau, qui est le centre. Et il prend l'image bien connue dans l'hindouisme ou le bouddhisme de la roue tourne, mais le moyeu, le centre, est immobile. Ce qui est vrai dans une société, et là c'est vrai qu'il reprend toute la question platonicienne du principe et de la manifestation, et voilà, pense que, en quelque sorte, une société légitime est constituée de telle sorte qu'en permanence, le devenir est ramené vers l'être, vers la stabilité, vers un pôle de stabilité. Et certaines institutions favorisent cela à ses yeux. L'institution de la monarchie, pour lui, est avant tout quelque chose qui donne une tonalité à la société à partir d'un centre que, intéressé notamment par la tradition chinoise, il appelle le moteur immobile, c'est-à-dire un monarque dont la présence en soi crée les conditions de l'agir sans agir, d'une action qui ne se perd pas dans la contingence. C'est l'image de l'étoile polaire. C'est l'image de l'étoile fixe quand tout le firmament tourne autour. Je crois qu'il y a un point sur lequel il faut insister. À propos de cette idée du monarque sacré, un peu comme il y a eu une publication en France monarchiste qui s'appelait La Place Royale. La Place Royale. Qui voyait là, il faut citer, si vous le permettez, Benoît, il faut citer Henri Montaigu, qui disait « Le roi est le soi, et ce n'est pas ailleurs qu'en toi-même que doit d'abord être restaurée l'universelle monarchie. » Voilà, et ça, c'est évidemment très loin de l'action française. Et il est intéressant d'ailleurs de noter que Julius Evola n'est pas du tout un nationaliste. Il n'aime pas beaucoup le nationalisme. Pour lui, la qualité aristocratique, la virilité spirituelle se joue un peu des frontières. La patrie, pour lui, est de l'ordre du naturalisme. À la patrie, il oppose, non pas bien sûr le cosmopolitisme, mais il oppose l'ordre avec toujours
O majuscule, parce que l'ordre viril, l'ordre qui rejette d'un même mouvement ce qui est en bas, ce qui est féminin et ce qui est populaire. Disons-le tout de suite, Julius Evola n'était évidemment pas très démocrate, il serait aujourd'hui pas du tout populiste. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Il est dans son système. Alors, on a un peu brûlé les étapes, mais effectivement, à la fin de la guerre, lorsque Mussolini est destitué en 1943, Evola part en Allemagne, puis très vite en Autriche, où il s'installe, et c'est alors qu'il se trouve à Vienne qu'en 1945 passe un événement. Il est frappé par le haut. Absolument. Pourrait-on dire dans le langage évolien, c'est-à-dire qu'il est pris dans un bombardement, et dans le bombardement, il perd l'usage de ses deux jambes, ce qui est évidemment terrible pour tout un chacun, mais peut-être plus encore pour un homme qui était un grand alpiniste. Tout à fait. Il avait fait beaucoup d'expéditions d'alpinisme. Pour lui, c'est toujours la montée vers le haut, c'est toujours la même image qu'on retrouve. Il va passer plusieurs années en convalescence. Quand il revient à Rome en 1950, il découvre avec un peu d'étonnement des jeunes qui se réclament un peu de sa pensée. C'est pour eux qu'il va écrire d'abord une petite brochure en 1950 qui s'appelle « Orientation », au pluriel, et puis un livre assez connu, c'est « Les hommes au milieu des ruines », qui a été traduit en France, il faut le signaler, par les éditions de Sec Couleur, dirigées par Maurice Bardèche au tout début des années 60. Et puis alors en 58, c'est un peu cette période, il y a son livre Métaphysique du sexe, qui à mon avis est aussi important que Révolte contre le monde moderne, parce que les deux livres se complètent. Et on voit très bien que cette polarité symbolique, métaphysique, dont vous parliez tout à l'heure, Rémi Soulier, a son répondant dans une polarité qui évidemment va faire hurler tous les féministes modernes, entre la femme matière, l'homme forme, la femme de l'ordre de la civilisation nocturne et lunaire, l'homme du côté de l'ordre lumineux et solaire, etc. Pour Evola, les rapports de sexe, c'est la confrontation de deux idéal types, au sens weberien du terme. Tout à fait. Et le mieux, c'est que l'un ou l'autre se rapproche de son idéal type, alors qu'en même temps, Evola pense que psychologiquement, les gens sont faits de féminin et de masculin. On pourrait faire une correspondance un peu avec ce que dit Jung, d'ailleurs, de ce point de vue-là, de l'animus et de l'anima. Là encore, on va trop vite. Le livre Métaphysique du sexe a été édité, traduit en français. Mais c'est un livre, personnellement je le trouve extrêmement contestable parce que je suis d'accord avec rien, mais le problème n'est pas là, c'est un livre très important dans son système et dans l'histoire des idées en général. Rémi Soulier... Oui, mais c'est que vous parliez tout à l'heure de l'absolu, et effectivement l'absolu se manifeste à plein dans ce livre-là aussi, c'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est la femme absolue, il l'écrit, ou l'homme absolu, il l'écrit également. Mais on peut insister effectivement sur cette distinction qui est en effet centrale dans son œuvre entre ce qui est de l'ordre viril, solaire, jupitérien, et puis ce qui est de l'ordre féminin, tellurique, chthonien, lunaire, enfin... Mais Métaphysique du sexe, c'est aussi le souvenir, et plus que le souvenir d'ailleurs, de l'androgyne, on revient à Platon, c'est-à-dire que c'est la quête de l'unité. Et s'il y a ces deux figurations de l'absolu dans l'œuvre d'Evola, c'est aussi parce que lorsque ces deux figurations de l'absolu se rencontrent, elle manifeste ce fameux un, ce désir d'unité qui était originel, là encore. C'est le thème de l'androgyne originel. Donc ce qui est visé par Evola, c'est l'unité première. Enfin, oui, c'est encore cette... Là aussi, c'est très important, parce que, je disais à l'instant, le dédain qu'il manifeste quand même pour tout ce qui est féminin, évidemment, ferait hurler les féministes modernes. En même temps, par les voies qui lui sont propres, la thématique dans l'androgyne rejoint quelque part, comme on dit, les études queer, n'est-ce pas, ce qui est important de voir, c'est que les études queer, Evola ne se pose pas du tout, là encore, dans
la position du naturalisme, de la physiologie et du biologique. Il ne dirait pas aux théoriciennes du genre que le genre n'est peu de choses que par rapport à l'enracinement dans le sexe biologique. Non, là aussi, il n'argumente pas par le bas, mais par le haut, par la métaphysique. C'est en cela qu'il y a bien une métaphysique du sexe et que la lecture du livre est, je trouve, très intéressante. Il me semble, je me trompe peut-être, Jean-Luc Coronel de Boissauzon, mais vous aviez écrit quelque chose, peut-être un essai un jour sur... justement sur ce thème de la métaphysique du sexe. Oui, j'avais été amené à m'intéresser à toute cette famille de penseurs conservateurs qui néanmoins ont des idées peu favorable à la continuité entre ordre familial et ordre étatique, notamment Hans Blüher, avec lequel Evola était en contact, qu'il a publié, si mes souvenirs sont bons, dans le Diorama Philosophico. Et donc, effectivement, il y a chez Evola, il partage avec Blüher cette idée, effectivement, que, en quelque sorte, la police est masculine, la civitas est masculine, l'oikos est féminin, la domus est féminine, ainsi de suite. Une symbolique qui a été développée, il faut bien le dire, dans une foule de religions traditionnelles ou de sociétés traditionnelles, tout à fait. Et voilà, systématise. Il systématise. Il y a l'ordre mâle et puis la naturalité de la terre-mère qui quand même quelque chose dont il faut s'éloigner pour qu'une virilité spirituelle puisse émerger vers quelque chose d'héroïque qui permette d'atteindre l'impersonnalité active, à l'individu de se défaire de sa simple individualité, d'accéder à une transcendance, et pour ça, effectivement, d'être sans famille, sans enfant, sans bagage, dit voilà, sin impedita, sans bagage. Il ne faut pas se surcharger de ces choses-là si l'on veut aller vers le haut. Il faut même se désencombrer pour Evola. Oui, tout à fait. Il faut faire une ascèse du dépouillement. Et il va jusqu'à parler de la nécessité du retrait du monde et du désencombrement de tout ce qui pourrait alourdir, appesantir l'ascension de l'esprit. On est là dans une perspective ascensionnelle qui n'est pas simplement de gravir des pics élevés dans les montagnes alpines. Mais toujours transcendance par la voie de la clarté. Par exemple, c'est quelque chose de très intéressant. Evola déteste la mystique. Pour lui, la mystique relève de la dimension féminine de notre âme. Absolument. C'est la passivité. C'est en quoi il rejoint Guénon, d'ailleurs. Le mystique est passif. Oui. Donc il est forcément du côté de la féminité. Bien sûr. Donc on retrouve toujours ce schéma. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je parlais tout à l'heure de système évolien. Oui. C'est pas péjoratif, mais il y a des auteurs qui ont des systèmes et des auteurs qui n'ont pas de système, qui sont beaucoup plus impressionnistes dans leur façon de faire. Et voilà, c'est un système. S'il y a ceci, vous n'êtes pas cela. Il n'y a jamais de dialectique chez vous. C'est toujours pôle contre pôle. Mais je m'inscrirai en faux, c'est précisément parce que c'est pôle contre pôle qu'il y a une dialectique. De même que... Alors sur le plan des sexes, oui, c'est vrai. Alors sur le plan des sexes, mais c'est vrai aussi, à mon sens, politiquement. Ce que vient de dire Jean-Marc Vivenza est vrai pour une élite ascétique, de type finalement d'un sacerdoce particulier chez Evola, puisque c'est un ascétisme très actif, mais et voilà, on reste conscient du fait que ce n'est pas une voie majoritaire et qu'à l'intérieur de toute société, c'est ça le parallèle à faire entre le couple et la société, le couple peuple-État, c'est qu'il y a toujours cette dialectique, cette tension. Et voilà n'est pas du tout un penseur d'un âge d'or merveilleux et irénique. C'est un penseur de la tension dans l'homme, où l'esprit est le pôle vers lequel il doit tendre, et de la tension dans une société. Et alors, il l'est d'un point de vue universel à divers égards, parce qu'il pense que l'esprit est partout principiel, mais il l'est aussi dans un sens plus local quand il s'intéresse aux expressions civilisationnelles et notamment à la sienne. Et là, je voudrais dire très rapidement combien Evola
a saisi l'esprit de la civilisation romaine antique et du droit romain, la lecture d'Evola favorise, notamment chez l'historien des institutions de l'Antiquité, la compréhension d'un grand nombre d'institutions romaines. Pensez à Rome, la lignée est agnatique, elle passe par les mâles, elle n'est pas cognatique, elle ne passe pas par les femmes, parce que la cognation, comme le dit l'étymologie, c'est le cum natura, ce qui vient par la mer et avec la nature, et que l'agnatio, par exemple, c'est ce qui est ajouté ad natura, ce qui est augmenté, augéré par rapport à la nature. Cette idée d'un pôle surnaturel apporté par le masculin est la clé de la compréhension de la culture juridique romaine et des miracles de la culture juridique romaine. Le sens du rite, le sens de la formule rituelle, comprendre par exemple l'ancien droit romain des pontifes est fortement facilité par la lecture d'un romain passionné comme Evola. Lorsque Evola dit le rite opère ex opere operato, par la simple prononciation des bonnes formules. En droit romain, c'est vrai, l'adoption fait un père de quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Le testament permet aux morts de continuer de régner sur sa famille. C'est de la magie. C'est le sens même de l'initiation selon Evola. C'est le processus initiatique selon Evola qui... Alors, je suis désolé parce que malheureusement, comme toujours, l'horloge tourne. Quelques mots sur la fin, sur la fin de la vie d'Evola. En 1961, il publie Chevaucher le tigre, titre fameux, dans lequel il estime qu'il faut se détacher des contingences parce que finalement l'action politique à court terme ne va pas très bien. Et il prêche, vous signaliez tout à l'heure, la politeia, cette étude de prendre de la hauteur et de se détacher complètement des passions et des sentiments du monde. On pense un peu à l'anarque de Junger d'ailleurs à ce moment-là. En 1963, je crois, il publie son autobiographie, Le chemin du cinabre, et le 11 juin 1974, il meurt dans sa ville natale de Rome. Il est incinéré, ses cendres sont jetées dans une crevasse d'un glacier du Monte Rosa à sa demande par l'un de ses disciples, Renato del Ponte. Alors, la destinée posthume d'Evola, il y a une chose qu'il faut quand même signaler, qui est très curieuse, parce que ce n'est pas du tout arrivé à tout le monde, ça. Il a été traduit énormément. Je le disais tout à l'heure, en France, où il a été traduit à partir de 1956, presque toute son œuvre, enfin l'essentiel, est disponible. Il a été traduit dans une quinzaine de livres du monde. Pas seulement dans les milieux de la droite radicale, mais aussi dans les milieux intéressés par l'ésotérisme, par les religions orientales, etc., etc. Donc il y a des clientèles évoliennes très différentes. En Italie, on ne cesse de publier des volumes composés de ses articles, de sa correspondance. Chaque année, il y a 4 ou 5 livres d'Evola ou sur Evola qui paraissent en Italie. On l'a traduit en Allemagne, on l'a traduit dans les pays de l'Est, on l'a traduit en anglais, en Espagne bien entendu. Et ça, c'est une destinée assez particulière parce qu'il y a des tas de théoriciens importants à l'étranger qui n'ont pratiquement jamais été traduits. J'ajoute qu'il existe à Rome une fondation Julius Evola, dirigée par Gianfranco de Turris, qui est très active, qui publie beaucoup de choses, beaucoup de textes. Alors, qu'est-ce qui reste d'Evola aujourd'hui ? C'est un peu le dernier mot que je voudrais vous entendre prononcer. Qu'est-ce qu'il en reste, au-delà du fait que c'est un auteur tout à fait passionnant, qui a beaucoup de choses à tirer de son œuvre, notamment sur le plan éthique, mais également sur la connaissance des institutions, l'ancienne Rome, des interprétations de religions orientales, etc. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut tirer et retenir d'Evola aujourd'hui, Christian Boucher ? Écoutez, c'est plus ou moins un kaléidoscope, quoi. On va tout trouver chez Evola, et en fait, c'est pour ça qu'il attire une clientèle extrêmement différente. On n'a pas parlé, par exemple, tout à l'heure de ses travaux sur le yoga tantrique. Oui, c'est vrai. Ça a été publié chez Fayard, donc c'est quand même un gros éditeur et tout ça, quoi. On parlait des traductions d'Evola, il y a le russe et il y a le turc. Qu'Evola a été traduit en turc, c'est quand même assez surprenant, des choses comme ça. Et en fait, on va trouver des tas de gens qui s'intéressent à Evola et qui n'ont, la plupart du temps, pas un point commun.
Alors, il y en a quelques-uns qui vont pousser le vice jusqu'à faire une panoplie complète évolienne, yoga tantrique, voilà, vous arrivez à tout mettre bout à bout, quoi. Mais assez souvent, vous avez des clientèles complètement différentes, quoi. C'est pour ça qu'au début de cette émission, je citais le nom de Marguerite Yourcenar, parce qu'elle est très connue, elle a été membre de l'Académie française. On ne s'attend pas à ce que Marguerite Yourcenar, a priori, ait une telle admiration pour quelqu'un comme Julius Evola. Et pourtant, c'est le cas. Donc, c'est une bonne illustration. Jean-Marc Vivenza, qu'est-ce qui reste? L'héritage d'Evola, par rapport à tout ce qui a été dit, qui me semble tout à fait pertinent concernant la substance traditionnelle et le rapport à l'antique, comme le rapport aussi au devenir dans la pensée évolienne. Pour ce qui me concerne, je crois que Evola représente véritablement le guide ascétique, non pas mystique, non pas ascétique et mystique, mais ascétique, parce que si il y a une distance avec la mystique, sur quoi il est proche de Guénon, en y voyant du sentimentalisme et du féminin qui finalement réduirait la dimension transcendante. En revanche, c'est un maître de l'ascèse, c'est un maître de la marche en héros à travers les temps qui sombrent, fatalement, de manière destinale, dirait Heidegger, mais parce que, même s'il le critique d'ailleurs, partie des paradoxes... Je pense que Evola n'a pas compris Heidegger, mais c'est une autre question. C'est vrai, c'est un sujet sur lequel il faudrait revenir, mais... d'une manière assez paradoxale, lorsque Evola critique Heidegger dans Chevaucher le tigre, au fond, il ne s'aperçoit pas que ce qui, dans Heidegger, pourrait lui être intégré dans sa perspective, lui est extrêmement proche. C'est assez paradoxal. Enfin, refermons cette parenthèse. Quoi qu'il en soit, Evola est un maître du détachement, à mon sens. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui nous montre, par l'exemple de sa vie, comment traverser les temps qui sombrent, les temps qui sont évidemment en prise avec un nihilisme assez radical. Et de ce point de vue-là, il peut être utilisé en tant qu'instructeur de l'esprit. C'est un maître de l'esprit, puisque lui-même a réussi à se sauver par des méthodes qu'il explique, qu'il développe, et dont il a fait même un livre dont vous avez parlé, évidemment, La doctrine de l'éveil, 1943. 2 grands chapitres, l'action et la doctrine. Si l'on se penche attentivement sur les 2 phases de ce livre majeur, à mon avis, on a la ligne générale de la pensée. Il faut que nous arrêtions là, très rapidement. 10 secondes. 10 secondes, c'est bien simple. Je dirais qu'Evola, en effet, c'est la leçon d'un maître stoïcien aussi pour traverser les sombres temps. Je crois qu'il termine Chevaucher le tigre en disant que fais en sorte que ce contre quoi tu ne peux rien, ne puisse rien sur toi, c'est une leçon qui me paraît intemporelle. Jean-Luc Cornel de Boissonceau. Zygmunt Bauman a parlé de la société liquide, Evola l'avait annoncé. Dans cette société liquide, à quoi est-il possible de s'accrocher? Evola le montre. T.S. Eliot avait un mot pour cela, The Permanent Things. Très bien, donc permanence, détachement, ascèse, dans une période sombre et une société liquide. Merci à vous d'être venu parler de Julius Evola et à bientôt pour une nouvelle émission.